Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une FAQ, une foire aux questions. Je vous avais mis il y a quelques temps des petits encadrés sur Instagram, je vous avais laissé la parole sur Twitch et sur Discord pour me poser des questions, aussi bien sur la lecture que sur ma vie perso, que sur ma pratique sportive, que sur ma vie professionnelle également. Donc je vais répondre à vos petites questions, je vais me munir de mon petit carnet car j'ai rassemblé les questions en fonction des thématiques. Du coup il va y avoir 4 thématiques, la lecture, le sport, les réseaux sociaux et tout ce qui touche à la vie perso et professionnelle. Je ferai bien sûr un chapitrage, donc si vous n'avez pas envie d'écouter les questions et les réponses en fonction des thématiques, je vous laisse swiper, regarder les timers pour sélectionner la catégorie qui vous intéresse. Et c'est parti, on va répondre à un maximum de questions. On va tout d'abord commencer par la lecture. De Ondine, lisais-tu les livres imposés à l'école? En as-tu apprécié un? Si oui, lequel? J'adore cette question car il faut savoir qu'avant je détestais lire, mais vraiment purement et simplement. Le seul livre que j'ai lu justement à l'école que j'ai apprécié, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que j'ai relu 3, 4, 5 fois, je ne sais plus. Et vraiment à chaque fois que je lisais ce roman, j'avais un point de vue différent. Je pense que plus on grandit, plus on devient mature, plus on voit les choses différentes dans ce roman et j'ai adoré cette lecture. Le livre aussi que j'ai lu à l'école, c'est Le Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et j'ai lu en transverse La Petite Fille de Monsieur Lin, où j'ai lu le début et la fin et j'ai été choquée de cette fin, vraiment. Du coup ça m'a fait lire le milieu. Je ne l'ai pas lu dans le bon sens, mais c'est pas grave, je l'ai lu dans son entièreté finalement. Donc oui, à l'école je n'aimais pas du tout lire. J'ai dû m'intéresser à la lecture en seconde au lycée, 2013 ou 2014, je sais plus exactement quand c'était, mais voilà, c'était dans ces eaux-là. Une question de The Book of Manon. À quel âge as-tu commencé à lire? Et du coup je viens d'y répondre inconsciemment, je ne me souvenais plus des questions, ça fait un moment que j'ai préparé cette vidéo. Du coup 2013-2014 concrètement je lis beaucoup, mais ouais, si je peux dire au collège, je crois que j'ai commencé un petit peu aussi à lire par-ci par-là, mais c'était pas folichon, c'était les Martine ou les Disney quoi, voilà, c'était ça, mes lectures d'avant. Quel est ton top 3 auteurs-autrices favoris? Il y en a un, vous ne serez pas surpris, c'est Victor Dixon avec la saga Phobos dans un premier temps. Vraiment, cette saga a été une découverte, une pépite. J'étais dingue de cette saga, je voulais absolument la suite, je ne pouvais pas poser le livre, j'ai relu plusieurs fois le premier tome, enfin vraiment, Victor Dixon et Phobos, mais aussi Victor Dixon et Vampiria, où également j'ai relu 1-2 fois certains tomes de cette saga. Là actuellement j'en suis à ma 2e écoute de Vampiria America, le tombeau des immortels, et j'aime toujours autant. J'adore aussi Coquito, je n'ai pas lu tous ses écrits, je n'ai pas lu Extincta, je n'ai pas lu Animal et je ne sais plus, le cas de Jack Spark je ne l'ai pas lu non plus, mais c'est mon auteur chouchou, je vous le dis à chaque fois. Dès que je dis je vais vous présenter un livre de mon auteur favori, un incontournable, un auteur dont je n'ai plus besoin de présenter, vous savez directement que je parle de Victor Dixon. Je pense également à Morgane Moncomble, du coup, où j'ai beaucoup adoré Nos âmes tourmentées. J'ai beaucoup aimé aussi Viens on s'aime, Aime-moi je te fuis, L'as de cœur, un peu moins L'as de pique, mais voilà, vraiment Nos âmes tourmentées reste mon coup de cœur de Morgane Moncomble. C'est une autrice pour laquelle je fais confiance à 100% comme Victor Dixon. Et en 3e auteur que je fais confiance, que j'adore, où je lis presque tous ses ouvrages, je réfléchis. Ça devient compliqué là. Ouais, si, je peux dire Colleen Hoover, parce que j'ai lu beaucoup de ses ouvrages. J'ai lu Maybe Someday, j'ai lu November Night, j'ai lu Too Late, j'ai lu Jamais plus. C'est déjà pas mal, non? Je peux dire que Colleen Hoover aussi c'est une source sûre pour moi. Donc voilà, mes 3 auteurs favoris pour lesquels je peux me plonger dans leur histoire les yeux fermés, parce que j'aime leur plume, leur façon d'écrire et les histoires qu'ils présentent, quoi, qu'ils racontent. De Kéliana, quelles sont les 3 lectures qui t'ont le plus marqué? Alors vous allez voir que c'est presque totalement différent que mes 3 auteurs favoris, mais les 3 livres qui m'ont le plus marqué, ça va être des sagas. Ça fait un petit moment quoi que je les ai lus, ça fait un petit moment qu'ils me restent en tête, ils sont rarement détrônés. Je vais même vous en dire 4 parce qu'il y en a un qui arrive tout proche, vraiment qui est risqué de détrôner mon top 3. Donc tout d'abord il y a Victor Dixon avec Phobos, c'est The Saga pour moi. Vraiment j'ai adoré cet univers, j'ai régulièrement envie de relire d'ailleurs cette saga de 4 tomes, de me replonger dans cette histoire à cause des BD notamment. Pour Phobos, on va suivre 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont partir sur Mars, qui vont faire de la télé-réalité et tout. Ils vont essayer de trouver l'amour avec un grand A, ils vont écrire l'histoire avec un grand H et partir à la conquête de Mars et potentiellement se reproduire, essayer de créer une vie sur cette planète. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. On va avoir une petite Serena McBee qui va contrôler cette télé-réalité qui va être un petit peu mesquine, on va dire. Il y a aussi Neil de Lynn Manson. C'est une saga qui s'est fait un
petit peu oubliée. Il y a eu une réédition à un moment de chez Pocket Jeunesse, mais elle s'est faite un petit peu oubliée. C'est une saga où en gros des protagonistes vont être transportés sur une île comme ça, ils vont popper sur une île déserte et ils vont essayer de trouver un moyen de s'enfuir. Donc c'est vraiment rythmé en mode je veux partir, je veux quitter cette île, je veux survivre, je veux retrouver ma vie d'avant, mais tout va pas se passer comme prévu. Il va y avoir des catastrophes naturelles, ou il va y avoir des animaux qui vont venir les pourchasser, il va aussi y avoir des morts qui sont plus ou moins naturelles. Enfin vraiment c'est une trilogie que j'ai adorée. Le deuxième tome, il y a eu un petit peu de flottement pour moi, mais vraiment la trilogie globale j'ai adoré. Elle n'a pas été détrônée, la preuve depuis plusieurs années. Et la troisième saga qui reste dans mon esprit, dans mon petit cœur, c'est le Labyrinthe de James Dashner, publié chez Pocket Jeunesse. Et vraiment, que ce soit les films, les livres, je les ai vus et lus plusieurs fois, je pleure à chaque fois pour le même moment et j'adore cette trilogie. Est-ce que j'ai triché pour cette question et que c'est pas vraiment 3 livres mais plutôt 3 sagas? Ouais, totalement. Et je triche d'autant plus en vous parlant d'une 4e saga qui vraiment frôle ce top 3. Il s'agit de The Present Healer de Lynette Noni, publié chez Hachette, que j'ai découvert récemment et vraiment j'étais en mode ce n'est pas possible, pourquoi Polké? On va suivre Kiva qui a vécu pendant 10 ans dans une prison à Zalindov parce que son père a été arrêté et elle ne voulait pas le laisser partir. Il était accusé de trahison envers la couronne et en fait on va voir une Kiva qui va essayer de survivre dans ce monde qui est assez sombre, malsain, où il y a des gardes qui abusent de leur pouvoir. C'est très dur de vivre là-bas, de survivre et de se sentir en sécurité jusqu'au jour où tout va basculer pour Kiva. J'espère que je vous ai convaincu avec ces 4 sagas et que je vous ai donné envie d'en découvrir une des 4. J'espère. Une question de Laurine. Quel livre t'a donné envie de te mettre à la lecture? Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais bon, c'était des vidéos qui dataient du tout début de ma chaîne. Le premier livre qui m'a fait vraiment accrocher à la lecture, c'est encore une fois une saga. C'est la saga Night World de L.J. Smith et c'est publié chez Michel Lafon si je dis pas de bêtises. C'est une histoire où il y a des vampires, des loups-garous, des fées, des sorcières et j'ai vraiment adoré cette lecture. Ça m'a donné envie de continuer avec Phobos d'ailleurs et après je suis partie dans l'abus et dans l'épilalière monstrueuse et du coup pour Night World le 10e tome n'est jamais sorti, n'a jamais été traduit et du coup je n'ai jamais su le fin mot de l'histoire. Pourtant je suis restée sur ma faim hein. Peut-être qu'un jour je relirai cette saga et que je lirai le 10e tome en anglais, non? Non. Une autre question de Laurine. Quel livre t'a le plus bouleversé? Alors c'est une question dure. Je pense à 2 livres qui m'ont vraiment fait pleurer. Il y a 1000 battements de cœur de Kelly York. On va suivre un protagoniste qui va devoir subir une transplantation cardiaque et il n'en est pas à son premier essai, c'est le second. Déjà sa première transplantation cardiaque l'a assez marquée, l'a assez restreinte dans sa vie, dans ses activités, dans son alimentation, enfin vraiment la transplantation cardiaque l'a changé du tout au tout, même si celle-ci l'a sauvé et du coup son cœur a eu un délai et ce délai a expiré. Il doit subir une nouvelle transplantation mais il ne voit pas les choses de cette façon et il part en road trip. Je sais qu'il m'a bouleversée et m'a planté un petit couteau dans le cœur qu'on retourne parce que vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps vraiment. Quand ça touche à la maladie, à mon métier en quelque sorte, ça me touche d'autant plus et c'était tellement bien écrit, j'adore la plume de Kelly York. Et le second livre, il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole où pareil ça parle de maladie donc attention à vos petits cœurs, ça parle de deuil, ça parle d'acceptation avec des enfants qui sont vraiment jeunes et j'étais en mode mais c'est tellement bien tourné, c'est tellement bien écrit mais je ne peux que pleurer parce que c'est une enfant jeune qui subit cette maladie et non je ne suis pas d'accord, donc voilà, vraiment ce sont les 2 titres qui m'ont le plus bouleversée. Il y en a d'autres qui m'ont touchée, qui m'ont fait pleurer toutes les larmes de mon corps mais ces 2-là m'ont vraiment marqué. Une question de Margot, c'est quoi le prochain salon littéraire que tu as prévu de faire? Le prochain salon du coup c'est un salon qui se déroule je crois le 23-24 septembre donc à Ménétrol, donc proche de Clermont-Ferrand. Il s'agit des Aventuriales que j'ai déjà fait 2 ans de suite il me semble. Ouais il me semble que c'est ça, que ça va être ma 3e année que je vais le faire. Le prochain c'est Grimoire au mois d'octobre donc c'est le 12-13 octobre et le dernier que je fais cette année, oui j'ai encore triché pour cette question, il s'agit du SLPJ qui se déroule du coup le premier week-end de décembre. Je ne rate ce salon pour rien au monde, j'adore l'ambiance de ce salon, j'adore l'ambiance aussi des Aventuriales qui est totalement différente du SLPJ. C'est plus en petit comité, c'est plus restreint, c'est dans une salle des fêtes avec beaucoup d'auto-édité donc c'est vachement chouette comme salon, mais tout aussi chouette que le SLPJ dans le sens où le SLPJ est beaucoup plus grand, on rencontre beaucoup plus de monde, on voit beaucoup de maisons d'édition, vraiment voilà, et une nouvelle découverte avec Grimoire, on va voir ce que ça donne. Et dernière question sur la lecture, c'est une question de H2O. Du fait d'être sur les réseaux, te sens-tu obligée de lire plus parfois? Je dirais que non, dans le sens où je ne suis pas régulière sur Instagram et que ça me sauve. J'aurais été régulière sur Instagram, je me dirais allez faut faire 3 publications par semaine, donc ça fait 3 fois
4, 12, ça fait 12 publications dans le mois, donc ça fait minimum 12 livres à lire pour pouvoir chroniquer, pour pouvoir proposer du contenu. Mais vu que actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, ça risque de changer prochainement, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne poste pas assez sur Instagram pour me dire non mais vas-y, faut lire plus pour créer plus de contenu. Donc je peux dire purement et simplement que non, je ne lis pas plus parce que je suis sur les réseaux sociaux ou parce que je suis influencée par les réseaux sociaux. Non, j'ai cette chance de pouvoir le dire. Je me force parfois à lire plus pour dégommer cette pile à lire qui attend. Mais ça, vous savez à force de voir mes vidéos quel est mon problème. Et cette question me permet de faire le lien sur la deuxième catégorie, les réseaux sociaux. Une question de Valou. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans la création de contenu? Le plus, c'est de partager, d'échanger, d'avoir des commentaires de votre part, d'avoir des réactions de votre part, de pouvoir créer et de faire comme je veux, de rencontrer des maisons d'édition, de rencontrer des gens, d'avoir des opportunités de services de presse, de découvrir d'autres romans, univers, auteurs, autrices, personnes. Vraiment ça c'est le plus pour moi des réseaux sociaux. Le bémol, c'est le temps que je dois accorder pour la création de contenu, le temps que je passe sur les réseaux sociaux aussi, et aussi le fait que ma pile à lire s'agrandit toujours. On va toujours en revenir à cette pile à lire dans cette vidéo, mais vraiment c'est un bémol pour moi parce que j'achète plus que ce que je consomme. Et d'ailleurs je vous en avais parlé dans une vidéo il y a un petit moment, je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Je suis toujours dans cette surconsommation, même si j'essaye de diminuer, et ça c'est à cause des réseaux sociaux, concrètement, purement et simplement. Une question de Manon, Vibration littéraire. Quelle est ta plateforme préférée? Twitch, Insta, YouTube, autre? Avant j'avais un blog que j'ai totalement abandonné, mais pour répondre à la question, je dirais que c'est YouTube, ma plateforme préférée, aussi bien pour regarder que pour créer et partager. Vraiment c'est la plateforme où je me sens le plus libre, où je peux faire ce que je veux, où j'aime ce que je fais, où j'aime comment je le fais, etc. J'espère que vous aussi ça vous plaît d'ailleurs. Ensuite je dirais plus Twitch, dans le sens où ça permet l'échange en direct. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Twitch, je vous laisse tout ça en barre d'infos, mais c'est plus une plateforme où on peut lire ensemble, parler en direct, échanger en direct, avoir vos avis en direct, vous pouvez voir mes réactions en direct. Vraiment c'est une plateforme où l'échange est en avant et j'aime beaucoup ça. Et la dernière du coup, je dirais Instagram, parce que je n'arrive qu'à poster des stories. J'arrive à regarder que des stories, très peu de posts, à part si les gens les partagent en story. Mais voilà, Insta je suis pas tellement régulière, je suis pas tellement fan, il y a beaucoup de pubs, enfin c'est compliqué de voir ce que les autres partagent, ce que les autres font comme création de contenu, et du coup j'ai un peu plus de mal à partager et à utiliser cette plateforme, je l'avoue. Une autre question de Manon, qu'est-ce que les réseaux sociaux t'ont apporté au fil des années? Je dirais de la confiance en moi. Vraiment, au début, aussi bien quand tu me voyais en réel que sur les vidéos, j'étais comme ça, mais vraiment comme ça, fermé, les bras croisés comme ça là, genre en mode mais non mais vous allez me manger, alors que non, pas du tout. Et du coup le fait d'avoir gagné confiance en moi, d'être plus à l'aise à l'oral, ça m'a permis aussi d'être plus à l'aise dans mon métier durant mes études, pour aller rencontrer des gens, mais pas que. Les réseaux sociaux m'ont permis aussi du coup d'avoir des services de presse, de rencontrer des gens, d'avoir des amis vraiment concrètement. Je pense à Elise, je pense à Mélanie, je pense à Manon, je pense à Maxime, des gens aussi que je vois un petit peu moins comme Marine, Marie, enfin vous aussi, de vous voir, de vous rencontrer, de parler avec vous, d'échanger, enfin vraiment ça a apporté en gros du social. Les réseaux sociaux m'ont apporté du social avec les rencontres, les échanges, les événements, etc. Dernière question sur les réseaux sociaux de Audrey Book. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans le Booksta et le Booktube? Alors Bookstagram, il faut savoir que je m'y suis lancée lors du premier salon que j'ai fait, c'était Livre Paris, non c'était le SLPJ en 2016, où du coup j'ai rencontré Claire de Chute Jolie, où j'ai rencontré Mélanie de Strawberry Books, où j'ai rencontré Elise de Ekaterina's World, et du coup elles m'ont dit non mais vas-y lance-toi sur les réseaux et tout, n'aie pas peur, vas-y fonce. Puis pendant un an on s'était créé un petit cocon avec Elise, Mélanie et Emma à l'époque, et du coup les filles m'ont dit non mais vas-y lance-toi, t'as envie de créer, t'inquiète, même si au début t'as personne qui te suit, on est là pour te soutenir, petit à petit tu vas grandir ta communauté, petit à petit tu vas être plus à l'aise dans tes vidéos et tout. Et c'est ce que j'ai fait, je les ai écoutées et nous voilà ici présents sur YouTube depuis 2018, et je suis toujours là malgré des moments de flottement, malgré des moments où j'étais en mode je peux pas continuer, j'arrive pas à tout concilier, j'essaye, j'y arrive pour l'instant et c'est chouette, c'est une belle aventure quoi. Du coup troisième catégorie, vie perso, vie professionnelle. J'ai une question de Berry Photo. Tu bosses en intérim? Non. Comment gères-tu et organises-tu ton quotidien et ton planning de boulot? Il faut savoir que ça fait 3 ans et demi que j'ai le diplôme d'infirmière, 3 ans et demi que je suis effectivement intérimaire, et je ne changerai ça pour rien au monde. Comment je m'organise? En fait mon chéri est infirmier, également lui en CDI, il a une trame fixe à l'année, je me cale sur cette trame pour qu'on ait les mêmes jours de travail, les mêmes jours de repos. Au tout début, vu que j'étais pas avec lui les 6 premiers mois, j'étais en mode allez vas-y, je travaille tel jour, je travaillais un week-end sur 2, je me suis calé un week-end là où ça allait bien, et puis voilà. Je travaillais toujours entre 3 et 4 jours par semaine, c'est toujours le cas. J'ai du coup 3-4 jours de boulot, 3-4 jours de repos parce que je travaille entre 12h et
12h30 par jour travaillé, parfois 11 payé 10, mais voilà, entre 11 et 12h30 on va dire par jour. Du coup ça me permet d'avoir plus de jours de repos que si je travaillais en 7h30, 8h par jour et du coup toute la semaine. Et vraiment je sais que ça ne me convient pas, je sais que ça ne me va pas, je sais que les 12 heures au début ont été très dures, mais maintenant j'ai trouvé un rythme. Je fais une sieste au boulot, oui. Pendant mes pauses je mange et je dors. Vous savez comment je gère du coup mes 12 heures travaillées et comment je gère mon emploi du temps. Mais par contre le plus dur quand on est intérimaire, c'est de gérer ses papiers, c'est d'avoir tous les contrats, c'est d'avoir toutes les fiches de paye, c'est de faire un tableau récapitulatif pour savoir ce que t'as touché, est-ce que t'as été payé, combien en brut, combien en net, combien de fin de mission, combien de CP, combien de déplacements s'il y en a, combien t'as été prélevé des impôts, c'est quoi ton taux horaire pour savoir où tu veux retravailler ou pas retravailler, ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus gagnant. Toute la paperasse de s'actualiser sur Pôle emploi, car oui, quand tu es intérimaire, tu peux t'inscrire à Pôle emploi et quand tu as des moments de flottement, quand tu es intérimaire, tu peux être rémunéré par Pôle emploi. C'est beaucoup de paperasse, beaucoup de charge mentale, on va dire, mais j'y ai trouvé un équilibre. J'aime cette façon de travailler, je ne changerai ça pour rien au monde, comme je vous le disais, parce que je me lasse très vite, j'ai besoin de toucher à tout, j'ai besoin de voir des choses. Une fois que je reste dans un lieu, je suis restée 9 mois dans le lieu où mon chéri travaille et je suis partie parce qu'il voulait plus qu'on travaille ensemble, mais aussi parce que je n'en pouvais plus de l'étage où j'étais, l'équipe n'allait pas. Après je suis restée 1 an dans un autre endroit où ça s'est bien passé et les 3 derniers mois je me suis fait harceler, donc l'avantage de pouvoir partir, voyez-vous. Et là, la dernière expérience où je suis restée 10 mois, je crois, ou presque 1 an, on va dire, où pareil, c'était du harcèlement, où j'ai pu repartir, vous voyez. Et là, intérimaire, en fait, un jour je peux être à un EHPAD, un jour je peux être dans une clinique, un jour je peux faire du SSR, un jour je peux faire de la médecine, un jour je peux faire de la chir, de l'uro, du vasculaire, enfin, je peux tout faire, je touche à tout, et ça, j'adore. J'ai une facilité d'adaptation, en fait, et c'est ce qui me sauve, on va dire. J'ai beaucoup de stress quand je vais sur un lieu que je connais pas, mais une fois que je connais, que j'ai pris mes marques au bout d'1 heure ou 2, ça va tout seul, ça passe tout seul. Et c'est surtout qu'intérimaire, t'as pas à te mêler, enfin tu ne te mêles plus des histoires du boulot, même si je m'en mêle un petit peu parce que quand même je vais souvent dans les mêmes endroits. T'as pas le même impact, t'as pas la même vision des choses, tu t'intègres pas comme si t'étais un CDI, enfin je sais pas comment dire, tu t'investis pas autant non plus parce que t'es qu'intérimaire, donc tu fais ce que tu dois faire à ton boulot mais t'es pas obligé de donner plus comme les CDI, enfin vous voyez, j'ai trouvé un équilibre dans le fait d'être intérimaire et vraiment j'adore. Autre question de Noubizou, est-ce que tu comptes évoluer dans ta carrière pro, devenir IAD, donc c'est anesthésie, IBOD c'est au bloc opératoire, cadre ou formation en IFSI? Je ne veux pas faire ce genre d'évolution, je suis très bien là où je suis, le bloc je ne supporte pas, je fais souvent des malaises, anesthésie ça me tente pas du tout, cadre non merci, j'ai pas le tempérament et la personnalité pour être cadre, pour diriger, donner des ordres et tout, non je peux pas. Et formatrice en institut de formation en soins infirmiers non plus, j'ai vraiment pas les caractéristiques pour. Par contre évoluer et changer de branche médicale, ça m'a traversé l'esprit, je voulais faire orthoptiste il y a pas longtemps, ça me trottait dans la tête, ça me trotte toujours, c'est toujours dans un coin de ma tête, à voir si un jour je passe le cap ou pas parce que c'est repartir pour 3 ans et c'est très long, 3 ans. Une question de Manon, vibration littéraire. Où en es-tu dans ton travail? Est-ce que tu aimerais davantage professionnaliser les réseaux? Alors du coup dans mon travail j'ai répondu je suis très bien comme je suis, quand j'ai besoin de repos je prends du repos, vraiment ça me va. Et professionnaliser dans les réseaux sociaux, pour ça il faudrait que j'arrive déjà à concilier et les réseaux sociaux et ma vie pro actuelle pour pouvoir progresser, grandir petit à petit avec vous, évoluer avec vous, et ça risque d'être compliqué mais pourquoi pas faire 1-2 jours de moins de boulot, voire 3 et être rémunéré grâce aux réseaux sociaux. Mais pour le moment ce n'est pas le cas, au pire c'est un objectif très lointain, mais ça peut être dans un petit coin de ma tête, c'est dans un petit coin de ma tête, mais ouais c'est pas un objectif de courte durée, c'est vraiment plus tard si ça arrive, c'est chouette et ça sera grâce à vous et merci. Et dernière question pour cette catégorie, ça vient de Elodie, qualité et défaut de tous les deux. Elodie c'est ma belle-sœur et du coup à chaque fois elle me pose des questions comme ça. Je vais partir sur les qualités de Jimmy, je dirais qu'il est patient et attentif, et en défaut je dirais qu'il est un peu réservé parce que des fois il aime bien être dans sa coquille, il est pas très tactile, donc quand c'est pas le bon jour faut pas trop y aller, c'est très rare parce qu'il a appris à s'habituer à moi. Et moi mes défauts, je dirais que je suis de nature très stressée, je suis jalouse, j'ai pas confiance en moi, en ce que je réalise, et en qualité par contre je dirais que je suis ponctuelle. Vraiment on dirait que je suis au boulot quoi et que je me vends pour un entretien d'embauche là. Donc ponctuelle, déterminée, et quand j'ai une idée en tête je l'ai pas ailleurs. Et dernière catégorie du coup, c'est la catégorie sportive, car oui depuis février j'ai commencé la course à pied, je le partage beaucoup avec vous sur Instagram, mais ça fait depuis au moins 10 ans voire plus que je fais de la Zumba, et ça doit faire depuis que je suis en études d'infirmière, donc depuis 2017.
donc 7 ans, que je suis en salle de sport et que je fais du coup de la zumba, du body combat, du body jam, du renforcement, du plateau, voilà. Et du coup, le fait que je partage maintenant régulièrement mes séances de sport avec vous, vous m'avez posé des questions dessus. Il y a Estelle, donc F Booking, qui me demande quels sont les bienfaits que t'apporte la course à pied sur le long terme? As-tu pour objectif de courir un semi-marathon? Il faut savoir qu'actuellement, pendant mes entraînements, je cours entre 3 et 7 km. Je n'arrive pas à faire plus. J'ai déjà fait 2 courses officielles où j'ai fait une 15 pour la première, c'était les Folies Vichysois, c'était un 10 km, et la seconde où j'ai fait 1h13 où c'était pareil, un 10 km au PAL, donc dans un parc d'attractions animaliers. Et il faut savoir que la course à pied demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais que les bienfaits après sont mais tellement waouh quoi. Genre juste après une course, je suis tellement bien, je suis vidée physiquement, psychologiquement, je me suis défoulée, j'ai pas pensé au boulot quand je courais, j'étais en mode je peux faire ça pour les réseaux, j'ai ça à faire encore sur ma journée, là j'écoute telle musique, je chante en courant, enfin vraiment la course à pied a beaucoup de bienfaits. Au long terme, j'ai amélioré mon cardio, j'ai amélioré ma respiration, je suis asthmatique et du coup quand je vais en cours collectif, parce que je fais de la zumba, du coup du body jam, du body combat régulièrement avant de commencer la course à pied, je vois mon amélioration où pendant les séances avant je m'arrêtais 3 fois pendant une choré, là je m'arrête plus que 2 fois et même avant que je me fasse mon accident à l'épaule, je m'arrêtais juste une fois, donc vraiment ça a amélioré mon cardio, ma respiration, ça a amélioré aussi ma gestion du stress, ça a amélioré aussi comment dire, physiquement, niveau des jambes, pas au niveau du ventre, toujours pas, mais au niveau des jambes. Ça a amélioré aussi mon mental parce que la course à pied parfois c'est dans le mental vraiment que tu tiens, que tu continues dans le temps, dans les kilomètres, que tu manges du kilomètre. Ça m'a permis aussi d'avoir de la discipline car quand tu n'as pas envie d'aller courir mais qu'il faut aller courir et t'es en mode non, ce n'est pas de la motivation qu'il me faut, c'est de la discipline. Vraiment la course à pied m'a apporté beaucoup de choses. Le seul bémol c'est que je mange beaucoup plus maintenant. Et est-ce que je vais faire un semi-marathon? Ce n'est pas dans mon objectif de 2024, peut-être fin 2025 mais pas du tout sûr. Pour ça il faudrait déjà que j'arrive à passer la barre des 10 km dès que je m'entraîne, que ce soit mon minimum quand je sors courir. Là c'est pas le cas, mon minimum c'est 3, donc non, ce n'est pas pour tout de suite, mais peut-être qu'avec le temps, à force, je vais gagner en endurance, je vais gagner encore plus en souffle, en énergie, en capacité dans les jambes et tout, en mental, en tout en fait, et peut-être que je vais enchaîner les kilomètres et qu'un jour je ferai un semi. Mais c'est dans un coin de ma tête, mais pas tout de suite. Une question de Noubizou, ton prochain défi sportif? Alors déjà j'aimerais refaire un 10 km et surtout j'aimerais faire un triathlon. Donc pas un Ironman, pas un triathlon M, L, XL, etc. Vous comprenez rien de ce que je dis, je vais vous mettre un petit tableau récapitulatif, mais je voudrais faire un XS ou un S. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est un triathlon, c'est la natation enchaînée au vélo, enchaînée à la course à pied. Un XS, donc c'est le plus petit parce que je suis nulle en natation, le vélo ça va, je me débrouille, mais la natation pas du tout. C'est surtout sur cette discipline que je vais me pencher prochainement et m'entraîner à fond. Et du coup on doit faire entre 500 et 500 et 800 mètres de nage il me semble, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. Donc les 5 km de course à pied c'est nickel, le vélo ça devrait le faire, j'ai déjà fait des 20 km, enfin c'était pas rapide mais voilà. Le but ça serait de faire du coup un triathlon en XS ou en S, de le terminer, peu importe le temps, peu importe le chrono, il faut plus ou moins respecter un chrono, donc va falloir que je m'entraîne. Dès que tu fais une compétition c'est chronométré, on a une puce, on est chronométré, donc on a un délai, passé ce délai, on n'est plus dans les temps et on doit arrêter la course, et c'est d'autant plus marqué dans les triathlons. Donc du coup on a un timer quand même, mais mon objectif ça serait juste de le terminer en fait. Et pour ça faut déjà que j'ai l'accord pour faire de la piscine et du vélo, parce que à cause de mon épaule je n'ai pas l'accord pour le moment, mais on croise les doigts. Mais voilà mon prochain objectif sportif et j'ai tellement hâte de commencer ces 2 nouvelles disciplines, en plus de la course à pied, en plus des cours co, en plus du pilate que j'ai commencé récemment et en plus du renforcement et du plateau. Trop de sport. Une question de Manon, vibration littéraire. As-tu déjà été aussi sportif? Encore une fois tu m'impressionnes déjà. Merci Manon. Et non, je détestais le sport à l'école. Vraiment c'était une torture, je me mettais toujours en arrêt, en dispense de PS à cause de mon asthme, à cause de mes genoux parce que j'ai une malformation au niveau des genoux, où en gros ma rotule, au lieu que ça fasse un creux sous mon genou, c'est plus ou moins lisse, donc ma rotule sautait tout le temps régulièrement parce que du coup je ne faisais pas de sport, parce que du coup je ne musclais pas les muscles qui sont autour de la rotule, qui permet de compenser et de retenir ma rotule pour éviter que mon genou lâche, enfin mes genoux lâchent parce que j'ai les 2 genoux d'ailleurs. Je détestais ça, je trouvais toujours une excuse. La seule fois où j'ai fait du sport, je crois que j'ai pas réussi à être dispensée
commencé pour le cross. Je n'avais jamais couru, vraiment, parce que je ne participais pas au sport. Je n'avais pas fait d'endurance, je n'avais pas fait de renforcement, enfin vraiment j'étais une bille. Et j'ai fait un cross et j'ai fini 21ème je crois. Et j'étais en mode 21ème? Moi 21ème? Moi? Pardon? On m'a dit que j'étais 36ème au dernier tour de piste, j'ai tracé comme je sais pas quoi et j'ai fini 21ème. Je sais pas d'où c'est tombé, je sais pas d'où j'ai trouvé cette force. En tout cas j'ai fait un malaise à la fin, comme à chaque fois que je faisais du sport à l'école. Voilà, ça ne me plaisait pas. Donc non, je n'ai jamais été autant sportive. C'est vraiment cette année où j'ai commencé à toucher à vraiment beaucoup de sport. Et par contre le body combat, body jam, je l'ai inclus à ma routine sportive. C'était il y a 3 ans quand je suis arrivée là dans la région. Et par contre je faisais de la danse classique, j'ai fait du moderne, jazz et du coup la zumba quelques années. Et voilà, c'était les seuls sports que j'aimais, la danse à la base. Et après petit à petit j'en ai rajouté et je vais en rajouter encore plus. Donc non, le sport se commence à n'importe quel âge tant qu'on a l'envie, la motivation, la passion, la détermination et la discipline. Et dernière question de cette catégorie, dernière question pour cette FAQ, elle est de Margot. T'as des objectifs en sport ou que du kiff? Du coup j'en ai parlé de mes objectifs, mais aussi je veux que le sport reste du kiff comme tu dis et que ça reste un plaisir, que ça soit pas forcément une obligation, que ça soit pas que dans le péjoratif, dans le sens où je fais du sport pour perdre du poids, je fais du sport pour me mettre dans le mal, je fais du sport au détriment d'eux, vous voyez? Je veux pas que le sport ça soit ça, je veux que ça reste du plaisir. Oui, je fais aussi du sport pour perdre du poids, mais je fais surtout du sport pour me défier, pour me challenger, pour me surpasser, pour du positif on va dire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu, que vous en avez appris un peu plus sur moi. J'espère avoir répondu comme il faut à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, j'en referai une prochainement si j'ai assez de questions pour créer du contenu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des défis sportifs, comment vous voyez les réseaux sociaux, quel est votre ou vos auteurs préférés ou votre autrice préférée, une saga coup de cœur. N'hésitez pas à partager, échanger avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!